juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, Olivier de Scooter m'accompagne sur cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. On a un début d'épisode qui a commencé un peu sur les chapeaux de roue avec notre invité, donc on est rentré dans le vif du sujet directement. Ah oui, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va quand même présenter notre invité. Aujourd'hui, on reçoit Arthur Serrière. Salut Arthur. Salut à tous. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Comme on le disait, on va rentrer direct, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. On a une tradition dans ce podcast, Arthur, c'est qu'on laisse la parole à notre invité pour se présenter. Alors dis-nous tout, qui est Arthur Serrière ? Alors Arthur Serrière, donc c'est moi, je suis un triathlète qui court surtout sur Xterra, donc la version off-road du triathlon, natation VTT trail. Et j'ai 28 ans et je suis donc champion du monde ITU et Xterra l'année dernière. Et j'ai gagné pas mal de courses dans ma petite carrière. Voilà. Alors on va pouvoir revenir avec toi justement sur la différence entre les championnats du monde ITU et les championnats du monde Xterra. Mais écoute, allons-y déjà, avant qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ce qui t'a mis le pied à l'étrier, comment est-ce que tu as découvert le sport, etc. Et tu peux peut-être revenir avec nous la différence entre les championnats du monde ITU et les championnats du monde Xterra. Alors en fait, ce qui est ITU, donc c'est ce qui est fédéral, donc c'est la fédé publique, donc c'est World Triathlon. Donc c'est ce qui organise les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est vraiment l'équivalent de la FFF, la Fédération Française de Football. Donc c'est là où on prend notre licence à la FF3 en France. C'est là où c'est l'entité institutionnelle nationale du pays et l'entité institutionnelle internationale qui régit en fait le triathlon. Et à l'inverse, Xterra, c'est une fédération qui est privée. Donc en fait, c'est une marque qui a un label privé qui organise donc ses propres championnats dans son coin, dans un but forcément de gagner de l'argent et de faire vivre leur marque le mieux possible. C'est exactement la même chose que Ironman, qui est une entité privée, et les championnats du monde ITU, par exemple, de longue distance, qui auront lieu dans 2 semaines à Ibiza. Est-ce qu'il y a une différence en dehors du fait que ce soit d'un côté la fédération internationale qui chapeaute des championnats du monde et de l'autre côté un label plus qu'une fédération privée, on va appeler ça un label, une marque privée. Est-ce qu'il y a aussi une différence au niveau des distances, des parcours, de la réglementation ? Tout ce qui est ITU, donc nous on a que 2 courses dans l'année, c'est-à-dire un championnat d'Europe et un championnat du monde. Au niveau de la réglementation, on est régi en fait à la même réglementation que ce qu'on peut voir sur les WTS et sur le triathlon olympique, donc c'est-à-dire des tenues qui sont normées, un certain nombre de sponsors, un briefing d'avant-course obligatoire, un placement sur le ponton en fonction de son numéro de départ, et puis toutes les règles qui régissent ça. Et au niveau des distances, tout ce qui est ITU est un petit peu plus court que ce qui est Xterra. Et après, donc sur Xterra, ils ont leurs règles à eux, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins, on va dire, c'est très normé la fédération. Et ce qui est Xterra, c'est un peu plus cool. Il y a pas d'uniformité de tenue, par exemple, il y a pas de choses comme ça. Mais grossièrement, c'est quasiment la même chose. Sauf au niveau des distances où ce qui est ITU, ça va faire entre 1h30 et 2 heures de course, et ce qui est Xterra, ça va plutôt faire entre 2h30 et 3 heures. Ouais, on est vraiment, on a une petite différence quand même, parce que si on prend sur la fédération internationale les triathlons longue distance, on peut même monter jusqu'à la fameuse distance Ironman, alors que sur Xterra versus cross triathlon ITU, on est sur la distance peut-être un peu plus courte, c'est ça ? Ouais, en gros, pour donner un exemple, là dans 2 semaines, il y a les championnats du monde ITU. C'est 1000 mètres de natation, c'est 24 ou 26 km de VTT et 6 km de course à pied. Un championnat du monde de Xterra où la plupart des Xterra, ça sera tout le temps 1500 mètres de natation, entre 30 et 40 de VTT et toujours aux alentours de 10 km de course à pied. Donc en fait, sur l'Xterra, on est sur une distance olympique
off-road, et sur les championnats du monde ou championnats d'Europe ITU, on est entre un sprint et une distance olympique. Ok. Bon, merci pour ces précisions, Arthur. Donc on l'aura bien compris, tu nous as dit que tu étais champion du monde sur les deux labels, sur les deux labels, sur une fédération d'un côté et sur une marque de l'autre. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous déjà sur le début du sport pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le sport? Franchement, j'ai commencé moi. Elle est pas facile comme question. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire parce qu'actuellement c'est ma vie. Moi j'ai commencé quand j'étais jeune. À la base c'était vraiment, je sais pas, juste un moyen d'aller rejoindre mes amis parce que je prenais mon vélo en fait pour monter au village pour aller voir les copains. Ça a commencé comme ça, puis en fait avec les copains on est tous allés faire un peu de VTT, donc moi j'ai commencé par le VTT et puis petit peu par petit peu j'y ai pris beaucoup de goût jusqu'à en venir à faire du triathlon. Je pense j'ai commencé le triathlon quand j'étais à peu près au lycée, j'ai commencé à nager je pense quand je suis rentré en seconde, donc je devais avoir 15-16 ans, et puis après tout doucement ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie, à la fois dans les études que j'ai réalisées. Donc j'ai fait un master en STAPS et un master à la fac de pharmacie en sciences des aliments. Et puis maintenant, c'est maintenant que je suis professionnel et que je fais que ça, ouais, ça veut tout et rien dire à la fois. C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante et à la fois c'est très éphémère et c'est quelque chose qui est pas non plus que je vais pas faire toute ma vie non plus. Pourquoi pas faire toute ta vie? Vu que tu viens de nous dire justement que tu étais maintenant professionnel, pourquoi est-ce que tu te projettes pas dans le long, le très long, mais en termes de carrière et pas forcément en termes de distance de course? En termes de carrière, je pense qu'il y a encore, j'espère avoir une bonne dizaine d'années devant moi, mais ça va m'emmener jusqu'à 40 ans à peu près, maximum, et déjà 40 ans, c'est très long. Après, qu'est-ce que je ferai après? C'est surtout ça. Le sport, c'est à la fois tout et c'est à la fois rien. C'est-à-dire que c'est pas ma vie de famille, c'est pas, voilà, c'est mon métier, quoi. Ça représente énormément de choses, mais je le place pas non plus comme certaines personnes vont vivre que pour le sport à 200%, ne pas se priver de beaucoup de choses. Voilà. Moi, je pense qu'après ma carrière, peut-être que je travaillerai dans le milieu du sport, je sais pas encore. Peut-être que je ferai totalement autre chose. Mais ouais, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Hein. Je pourrais pas faire de la compétition jusqu'à 80 ans. Hein. Ouais, écoute, détrompe-toi. Hein, je pense que tu connais Frédéric Bellobre. Eh bien, son papa qu'on a reçu sur le podcast nous disait que lui, à 80 ans justement, il continue à faire 2 compétitions par an et il continue à être champion de France en triathlon. Eh ben c'est un bel exemple. J'espère avoir autant de longévité. Mais je pense qu'à 80 ans, j'aurais bien mérité de rester dans un fauteuil et de me reposer. Bon, plus sérieusement, même si c'était sérieux, hein, l'histoire de Georges Bellobre, tu peux revenir avec nous sur ton palmarès justement en nous donnant quelques années, quelques fun facts de chacune de tes médailles, de chacun de tes podiums? Alors moi du coup j'ai commencé à faire un peu des compétitions internationales assez rapidement, vu que je venais du VTT et que je faisais du triathlon, je me suis assez rapidement mis sur Xterra. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait ma première course, c'était le Xterra Suisse, où j'ai eu ma qualification pour aller au championnat du monde de Xterra, donc en groupe d'âge. Donc cette course avait été transformée en duathlon pour l'anecdote parce qu'il faisait très froid, il pleuvait, c'était compliqué. Et après donc j'ai été faire les championnats du monde où j'ai dû finir 2e dans ma catégorie d'âge et j'avais dû faire dans les 30 premiers avec les professionnels, donc tout confondu. Et l'année d'après, du coup, je suis passé professionnel directement sur le circuit Xterra et franchement, les 2-3 premières années, ça marchait pas non plus incroyablement bien. C'est-à-dire que les choses se sont construites. Je faisais des 10e places en élite, puis des 7e places, puis des 6e places, puis des fois un top 5. Puis ensuite, tout doucement, j'ai fait quelques podiums. Et après, donc, j'ai gagné mon premier Xterra. Je saurais pas exactement la date exacte. Je pense que je devais avoir à peu près 22 ans ou 23 ans au lac de Garde en Italie. Et puis, c'est le seul que j'ai gagné cette saison-là. La saison d'après, j'ai dû en gagner 2-3. Mais c'était pas encore des très très gros Xterra. Et puis quand j'ai eu 24 ans, ouais c'est ça, quand j'ai eu 24 ans, j'ai gagné les championnats d'Europe en République tchèque. Et là, ça a été vraiment ma première grosse performance.
Et ça a quand même déclenché après toute la carrière que je peux avoir maintenant à haut niveau. C'est-à-dire que derrière cette victoire au championnat d'Europe, j'ai fait une deuxième place au championnat du monde Xterra. Et puis depuis que j'ai gagné le championnat d'Europe, j'ai gagné tous les championnats d'Europe jusqu'à maintenant Xterra. Et j'ai fini 2 fois deuxième au championnat du monde. J'ai gagné un championnat du monde Xterra donc l'année dernière. Et j'ai gagné les 2 derniers titres ITU de cross triathlon. Donc ça me fait 4 titres de champion d'Europe et 3 titres de champion du monde. Ça fait un palmarès bien fourni. Va falloir qu'on revienne là-dessus et que tu nous expliques un petit peu c'est quoi ton secret. Parce que là t'es un peu indétrônable. Non, voilà, bon, on verra en 2023. Tu vas nous parler aussi de ta saison sur 2023. Tu nous disais que ta progression elle s'est fait petit à petit. Ouais, moi en fait quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai rencontré Aurélien Lebrun, qui est mon entraîneur. Enfin, maintenant, c'est plus un entraîneur à part entière, c'est plutôt quelqu'un qui me conseille dans ce que je fais, plus qu'un entraîneur vraiment qui va me donner des plans très fixes. On discute énormément, donc et je m'entraîne toujours dans son groupe d'entraînement. Mais j'ai quand même une certaine liberté. Donc j'ai rencontré Aurélien et il m'a tout de suite séduit par sa philosophie et surtout essayer de travailler sur du très long terme. Et ne pas voir l'objectif qui arrive, mais voir plutôt une carrière plutôt qu'un objectif. Et essayer, je pense aussi, de faire passer toujours le niveau avant l'argent. C'est pour moi un des gros pièges dans le triathlon, c'est que à des moments dans ma carrière, j'aurais pu aller courir pour gagner de l'argent, plus d'argent, mais ça aurait été au détriment du niveau que j'aurais pu développer sur des saisons et des hivers d'entraînement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être facile, par exemple, pour moi, il y a par exemple 1 ou 2 ans, d'aller faire une course au Costa Rica, de gagner 2000 €, de rentrer avec mes 2000 € et de faire ça 3-4 fois dans l'année et au final de gagner un peu plus d'argent. Mais ça aurait été au détriment de tout ce qui est consistance, constance et tout selon en ce qu'on croit avec Aurélien, donc c'est-à-dire s'entraîner tout le temps de manière linéaire. Voilà, donc du coup, je pense que c'est vraiment lui qui m'a formé, qui m'a permis d'évoluer vraiment tout doucement vers le plus haut niveau et qui a créé chez moi en tout cas ce profil j'ai un niveau de base qui est très très élevé en fait. Et du coup, ça me permet d'être performant tout au long de la saison malgré des états de forme qui peuvent changer. Ok, et ça serait intéressant de revenir effectivement sur cette philosophie d'entraînement. Toi, c'est avec Aurélien Lebrun, justement, c'est à ce moment-là, ça remonte à quand tu t'es dit, ou vous êtes dit, on va faire un plan à, 10 ans, 15 ans? Non, pas du, en fait, je suis arrivé à Montpellier, j'ai commencé à m'entraîner avec le Montpellier Triathlon, et à l'époque, Aurélien Lebrun, il faisait encore de la compétition à haut niveau, donc il courait sur WTS, et à l'époque, Aurélien gagnait systématiquement quasiment toutes les coupes d'Europe, de triathlon sur route. Il était très performant et c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment accroché et on s'est jamais dit on va faire un plan de carrière sur 10 ans mais moi j'ai compris sa philosophie et puis après on l'a mise en place et puis ça a fonctionné quoi en fait. On s'est jamais dit oui tu seras performant dans 5 ans. Si tu prends un jeune comme moi, je devais avoir 21 ans ou 22 ans quand je suis arrivé, on te dit entraîne-toi pendant 5 ans, tu seras performant que dans 5 ans. Tu peux pas y croire et ça va pas te donner envie d'aller t'entraîner. Mais il fallait quand même comprendre cette philosophie de travailler dur en hiver, travailler dur toute la saison, quand ça va pas continuer à travailler, essayer d'être consistant dans tout ce qu'on fait et de garder toujours cette dynamique, toujours s'entraîner et croire entre guillemets. Moi, j'aime pas trop le dire parce que tout le monde le dit, croire au process. Mais je pense que moi, pour le coup, j'y ai vraiment cru parce qu'il y a quand même des années où je faisais vraiment pas des beaux résultats et je continuais à m'entraîner dur. Donc voilà. C'est quand même rare, je trouve, dans le triathlon, parce que souvent, on voit des athlètes qui performent, qui cartonnent, et puis rapidement, qui passent aux oubliettes, quoi. En fait, je pense qu'il y a... Malheureusement, maintenant, le triathlon, c'est à la fois, je pense, du talent et surtout des qualités psychologiques à côté que certains n'ont peut-être pas. C'est-à-dire que pour faire du haut niveau et pour faire du haut niveau pendant longtemps, il faut quand même accepter des choses qui sont
c'est une vie très particulière, quoi. C'est-à-dire qu'on a très peu de vie sociale, on doit faire attention à ce qu'on mange, on n'est jamais trop chez soi. Et je pense que ça, les jeunes qui sont un peu talentueux dès leur plus jeune âge et qui ont des résultats rapidement, ils ont peut-être pas forcément cette philosophie de travailler dur pour avoir des résultats. Et quand il faut le faire, parce qu'à un certain moment, il faut le faire, on est obligé. Quand on arrive à 22, 23 ans, tout le monde s'entraîne dur, tout le monde est talentueux. Et ils arrivent peut-être pas à passer ce cap qui leur manque. Et voilà, un athlète de haut niveau aujourd'hui, c'est du talent et c'est aussi énormément de facultés mentales pour gérer tout ce qu'il y a à côté et puis se consacrer pleinement au haut niveau. Hein. Ouais, et en même temps, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont tendance un peu à se cramer, que ce soit d'ailleurs chez les pros ou chez les amateurs. Hein. On le voit aussi souvent, des amateurs qui deviennent complètement passionnés par le triathlon, qui vivent plus que pour ça. Ils se donnent là-dedans corps et âme pendant 1, 2, 3, 4 saisons et puis en fait après tu les vois plus trop parce que ils sont un peu cramés quoi. Il y a ça aussi, il y a le fait que souvent chez les jeunes il y a des grosses disparités de maturation physiologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un jeune qui a 17, 18 ans a déjà de la barbe, est déjà très très musclé, est déjà très athlétique et on peut avoir un jeune qui au même âge reste encore quasiment prépubère. Il y a ça et puis il y a aussi la disparité au niveau entraînement. Il y a des jeunes maintenant qui s'entraînent 20, 25, 30 heures alors qu'ils ont 18 ans et c'est psychologiquement c'est dur à accepter quand on est jeune et puis en plus de ça derrière quand il faut passer la vitesse supérieure, c'est compliqué parce qu'on est déjà sur des charges qui sont très élevées, donc c'est compliqué d'aller faire évoluer ça. Ok, et donc du coup tu disais, t'as commencé, c'était quoi? T'avais 21 ans, tu disais? Ouais, quand t'arrives à Montpellier? Ouais, je suis arrivé à Montpellier pour faire mon master en sciences du sport et j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement à ce moment-là, donc ouais c'est ça, c'est à 21 ans. Sur l'année de mes 21-22 ans. C'était en quelle année, Nico? Oula, je sais pas. Ouais, toi, t'as quel âge là maintenant? J'ai 28 ans, donc c'était il y a 6 ans. Là, t'as 28, c'est ça. Donc c'était il y a 7 ans. Donc c'était 2016, on enregistre en 2023. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Non, je dis on enregistre en 2023 parce que le podcast a cette particularité qu'il est... c'est du contenu evergreen, c'est-à-dire que il y a des gens qui potentiellement sont en train d'écouter ce podcast en 2028, 2030. Je veux dire, le contenu va toujours rester. Et comme on n'est pas tellement orienté actualité, même si on peut la commenter un petit peu de temps en temps, mais je veux dire, l'idée c'est que les épisodes soient toujours pertinents dans 5 ans, dans 10 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je le précise quand même. Voilà. Mais donc du coup, t'arrives à Montpellier en 2016. Et à ce moment-là, toi, tu t'es dit, en fait, c'est ok de pas tout donner tout de suite. En fait, non, parce qu'avant, je m'entraînais déjà un peu, mais ça n'a pas été ok de pas tout donner. J'ai rencontré Aurélien et Aurélien, il m'a fait comprendre ce que c'était que faire du haut niveau et ce qu'il fallait faire pour faire du haut niveau. Donc et moi, c'est quelque chose qui me plaisait et puis je me suis lancé à fond là-dedans. Et après, il m'a aiguillé pour faire au mieux. Mais ouais, à 21 ans, j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement. Avant, je m'entraînais quand même moins. C'était plus tranquille, quoi. Mais quand je suis arrivé à Montpellier, ouais, j'ai eu à la fois moins de contraintes scolaires parce que j'arrivais à réussir mes études en m'entraînant à côté. Donc ouais, je me suis vraiment lancé à fond quand je suis arrivé à Montpellier. Et grâce à Aurélien, parce qu'il m'a appris, les choses qu'on voit pas, c'est-à-dire il m'a appris comment gérer une saison complète, comment gérer de la nutrition, comment gérer tout ce qui est psychologique. C'est vraiment quelqu'un qui est plein de ressources et il mériterait d'être un peu plus mis sur le devant de la scène, mais en tout cas, il a formé beaucoup d'athlètes et il y en a beaucoup qui sont partis et sans trop lui dire au revoir malheureusement. Et ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, moi en tout cas, je lui dois là où j'en suis, je lui en dois une grande partie. Ok, c'est une belle reconnaissance. Si il nous écoute, c'est l'occasion en tout cas de lui dire merci. Il le sait. Bon, puis je me note 19e minute de lui envoyer ce petit passage. Ok, et donc tu disais, alors il t'a appris à gérer une saison.
Ouais. C'est-à-dire, tu fais comment toi pour gérer une saison? Eh ben nous on travaille donc moi je travaille comme il m'a appris à travailler et puis après vis-à-vis de ce que j'ai vu, enfin c'est la manière, je travaille de la manière en tout cas qui me va le mieux actuellement. En hiver je travaille le maximum, c'est-à-dire je différencie une partie estivale et une partie hivernale. Donc grossièrement ma partie hivernale ça commence après la coupure et ça va se terminer à 3 semaines, un mois des premières courses. Sur cette partie-là, j'ai aucun jour de repos et le principe, c'est d'être le plus fatigué possible. Je m'entraîne vraiment au max, au max et au max. C'est-à-dire que bah là, j'en sors de cette période. Ça représente pour moi 17 ou 18 semaines à, je crois, 35h30 ou 36 heures de volume hebdomadaire moyen sur les 17 ou 18 dernières semaines. Donc les gens le savent, hein, qui sont proches de moi. Je suis une des personnes qui s'entraîne le plus, sûrement dans le triathlon, sûrement au niveau mondial. J'ai cette faculté de beaucoup assimiler, de récupérer très vite et j'ai aussi cette faculté que ça fonctionne pour moi, cette manière-là de s'entraîner. Et donc du coup, je me fatigue le plus possible sur cette période-là. Derrière, 3 semaines, un mois avant les premières courses, je fais un petit peu de récupération et les courses arrivent. Et après, du coup, en été, donc sur ma période estivale, la période des courses, j'essaie d'être le moins fatigué possible. Donc toujours en conservant le maximum d'entraînement que je peux faire, mais en étant le moins fatigué possible tout au long de mes courses. Alors après, ça c'est très schématique parce que par exemple sur une saison comme celle qui va arriver, bah là je vais par exemple remonter en stage en altitude au milieu de ma période estivale et je vais me réentraîner beaucoup. Mais grossièrement, la philosophie fonctionne à peu près comme ça. Ok, c'est hyper intéressant comme méthode. On voit aussi beaucoup, tu sais, dans le cyclisme les gars qui cartonnent bien sur route et puis qui en fait en hiver ils ont une énorme préparation en cyclocross. Toi c'est un petit peu ça ton approche? Pas forcément parce que je fais aucune course en hiver. Rien. D'accord, rien. ok, donc c'est vraiment que de l'entraînement. Franchement, c'est vraiment que de l'entraînement parce que on part du principe que faire une course un dimanche, c'est-à-dire que si c'est pour arriver sur la course trop fatigué et pas pouvoir exploiter, pas pouvoir exploiter le fait de faire une course, c'est-à-dire de pouvoir aller à fond sur la course, c'est pas intéressant. Donc ça nécessite forcément un peu de récupération avant et surtout un peu de récupération après. Et nous, le principe, c'est vraiment d'être fatigué tout le temps et de travailler sur de la fatigue pour essayer d'apprendre au corps à être efficient malgré la fatigue et pouvoir vraiment passer des caps physiologiques sur en travaillant vraiment sur des niveaux de fatigue qui sont très élevés. Alors après, ma manière de m'entraîner, c'est quand même très très dur psychologiquement. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent avec nous n'y arrivent pas forcément parce que c'est très demandant et on atteint des seuils de fatigue et des niveaux de fatigue qui sont très élevés et souvent les gens ont besoin de repos ou n'en peuvent plus et après c'est propre à l'athlète. C'est jusqu'où il est capable d'aller et voilà, il faut jouer un peu avec ça. Ok. Et du coup, une fois que tu arrives en début de saison, tu commences ta première course. C'est quoi? C'est le jour de ta première course jusqu'à ta coupure en fait. Voilà, à peu près, grossièrement. La saison d'été. Et là, tu fais combien d'heures par semaine? Tu parlais de 36 en hiver. Là, je vais être... ça dépend. Alors après, ça dépend s'il y a des voyages, des choses comme ça. J'essaie d'être aux alentours de 25 heures. Entre 20 et 25 heures. On va dire que la semaine où par exemple, si j'ai pas de course le week-end et que j'ai pas eu de déplacement, je vais peut-être faire une semaine à 26, 27 heures. Et la semaine où je vais avoir des déplacements, je vais être peut-être à 19 heures. Mais voilà, j'essaie toujours de conserver au maximum de l'entraînement. C'est-à-dire, je rentre d'une course, même si je rentre à 18 heures, que j'ai fait 15 heures de trajet, je vais quand même essayer d'aller faire un footing de 45 minutes. J'essaie de faire le moins de day off possible de l'année. C'est vraiment essayer d'être le plus consistant possible et de jamais s'arrêter. Waouh, c'est impressionnant en tout cas. Et parce que ça veut dire qu'en hiver, 36 heures par semaine, tu divises par 7, ça fait un peu plus de 5 heures par jour. En hiver, tu t'entraînes comment? Tu t'entraînes en intérieur aussi, tu fais beaucoup de home trainer, t'es en salle ou bien t'es tout le temps dehors, ça se passe comment? Moi j'ai la chance d'être à Montpellier, donc je suis tout le temps dehors. Déjà je déteste le home trainer. Okay. Après donc là ça c'est plutôt ce qui est de la vision générale. Après moi j'ai une planification de semaine
que je vais répéter. Ça va être exactement la même semaine tout l'hiver. Il y a uniquement les contenus d'entraînement qui vont changer, mais au niveau des heures d'entraînement, je sais exactement à l'avance que tel lundi, je vais faire ça, tel mardi, je vais faire ça, tel mercredi, je vais faire ça. Alors, c'est très, très monotone. Donc, la monotonie est pas forcément très bonne pour un athlète. Ça crée un peu de surentraînement. Mais quand on s'entraîne autant et quand c'est aussi dur, on a besoin d'avoir une vie très rythmée, très rangée et très cadrée. C'est-à-dire que moi, en hiver, je sais que le lundi, je cours 2 fois 1h15. Je cours 1h15 le matin, après je vais nager. Après, je vais récupérer mes courses au drive, parce que tous les lundis à 14h, j'ai mon drive, je le sais. Et le soir, je recours 1h15 et après, j'ai le kiné. Et je sais que tous les lundis, ça sera ça. Et que grossièrement, ça me permet vraiment d'être ultra organisé et de pouvoir vraiment essayer d'être focus au maximum sur l'entraînement. Et après, nous, sur l'ensemble de la semaine, on travaille sur des jours qu'on appelle durs et des jours qu'on appelle faciles. Donc, c'est-à-dire qu'on groupe tout ce qui est travail intensif sur certaines journées et les autres journées, c'est uniquement du travail aéro, donc à basse intensité. Donc, souvent, c'est le lundi, c'est basse intensité, le mardi, c'est dur, le mercredi, c'est basse intensité, le jeudi, c'est dur, le vendredi, c'est basse intensité. Et le samedi, dimanche, c'est un peu mix parce que j'ai souvent ma sortie longue à vélo où je fais aussi un peu de travail qualitatif. Et le samedi, j'ai aussi un peu d'intensité. Mais c'est ultra rythmé ce que je fais. Je trouve que le fait d'avoir un agenda, tu vois, de savoir exactement ce que t'as, quel jour, et de créer en fait une routine et des habitudes, c'est super important quand tu veux performer parce que ça permet d'éviter de la charge mentale en fait. Ouais, après ça permet d'éviter de la charge mentale, mais voilà, la routine aussi fait que il y a une certaine lassitude et ça peut paraître très compliqué pour certaines personnes. Après, moi, je sais que plus je suis dans l'hiver et plus je m'entraîne de cette manière-là et plus ça m'excite tu vois, de me dire, purée, là, j'ai fait 8 semaines impeccables, je vais en faire 10, je vais en faire 11, je vais en faire 12, je vais en faire 13. J'adore la rigueur, j'adore le fait que ça soit bien fait, que ça soit prévu comme c'était. Et ouais, l'hiver, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, en tout cas. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est lié au fait que, bon, toi, t'es dans le extra et qu'en général, en hiver, tu fais plus facilement une sortie en VTT ou trail en hiver que sur route? Franchement, je m'entraîne pas énormément sur le VTT et pas trop en trail non plus. J'ai la chance d'avoir le background quand même de ma jeunesse et sur le vélo, donc techniquement, je suis assez aguerri pour être performant sur la plupart des circuits, etc. Donc ouais, je fais 2 fois du VTT par semaine et le reste du temps c'est de la route. Et pour ce qui est des sorties trail, j'en fais quasiment pas. Parce que c'est ce qu'on fait nous en fait, ça s'apparente quand même presque à un court distance. Entre un court distance et un half, et on n'a pas besoin de qualité d'ultra trail ou même de trail, c'est-à-dire d'enchaîner beaucoup de montées, beaucoup de descentes, parce que les parcours restent quand même courts. Donc on a surtout besoin de vitesse, on a surtout besoin de qualité un peu musculaire aussi, mais j'ai pas vraiment besoin d'une préparation trail pure et dure. En tout cas pour moi, hein. Après peut-être que d'autres personnes auront des choses à développer, peut-être plus en trail. Moi je sais que j'ai un bon pied, je suis technique, je sais virer vite, je sais descendre vite. Donc ouais, ça me suffit. Et ça, tu l'as appris où, toute cette technicité? Parce que c'est quand même, tu le dis, la descente en trail, tu vois, c'est des choses, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Tu l'as appris où tout ça? Bonne question. Je sais pas du tout. Je pense que ouais, c'est à force de pratiquer. Après, aujourd'hui, t'as plus besoin t'as plus besoin de travailler cette technique. Non, c'est sûr que actuellement, je fais plus de travail vraiment technique. Je vais pas faire une sortie où je vais faire que de la technique pure et dure. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais ouais, j'ai toujours été assez à l'aise dans les chemins. J'ai une cheville qui tient bien. J'ai une cheville qui est laxe mais qui tient bien. J'ai toujours eu des bons appuis. Ça s'est toujours bien passé là-dessus. Puis après, à VTT, vu que j'en ai fait quand j'étais jeune et que j'ai fait un peu de motocross aussi,
Je pense que ça s'est développé à ce moment-là. Ok, c'est intéressant. Et ça vient pas de ton passé de jeune sportif justement? T'as pas fait du trail, du cross, d'autres sports avant de découvrir le triathlon? J'ai fait de la gymnastique quand j'étais petit, un peu de karaté. Après, voilà, on dit qu'il faut avant 9 ou 8 ans, il faut faire des sports complets comme la gymnastique, la natation, des choses comme ça, pour créer des connexions nerveuses, pour créer des schémas moteurs, pour créer des schémas entre guillemets proprioceptifs qui pourront être utilisés dans d'autres sports après. Donc peut-être que c'est parce que j'ai fait un petit peu de gymnastique, un peu de karaté, qui sont des sports qu'on appelle complets, donc c'est-à-dire que on mobilise un petit peu toutes les chaînes musculaires, on travaille sur pas mal d'étirements, sur pas mal de la perception du corps dans l'espace. Peut-être c'est pour ça. Après, je suis pas non plus un pilote ultra technique comme peut l'être un pilote en Coupe du Monde de VTT, ou même comme peut l'être mon frère qui a fait du VTT à très haut niveau. Il est beaucoup plus technique que moi, mais moi en tout cas ça me suffit pour ce que je fais. Et pour ceux qui connaissent pas le triathlon cross ou le parcours, etc. En termes de technicité, qu'est-ce que ça représente par rapport à, je sais pas, du cross-country olympique ou de l'enduro, du cyclocross. Enfin, tu vois, parce que il y a peut-être des gens qui sont pas forcément familiers avec ça. Alors après, ouais, ça dépend. Je vais dire, ça dépend de chaque course, mais grossièrement, le niveau de technique sur les parcours est quand même pas très élevé. On est loin d'être sur des Coupes de France de VTT, par exemple. On est loin d'être aussi sur des cyclocross. Ça reste du VTT. Après, on est un petit peu sur du VTT old school, c'est-à-dire qui date d'il y a 5 ou 10 ans. Ce qui faisait en compétition il y a 5 ou 10 ans sur des boucles qui étaient un peu plus longues, des terrains un peu plus naturels. Après, voilà, chaque course a ses spécificités. Bon, là, je reviens de Taïwan, techniquement, c'était dur. Voilà. C'était une des courses les plus dures du circuit. Par exemple, les championnats d'Europe en Belgique, ça va être très peu technique et ça va se résumer surtout à des grands chemins et des parties de route. Donc ouais, chaque course a ses spécificités et ça reste quand même assez accessible et c'est des épreuves de masse, donc c'est pas non plus trop dur en tout cas. Enfin, de moi ce que j'en pense, c'est pas trop dur techniquement. Et tu t'entraînes, donc, du coup, on peut comprendre le fait que tu t'entraînes davantage sur route à vélo. Par contre, parce que c'est plus qualitatif au niveau en tout cas physiologique. Ouais. T'as moins d'obstacles, etc. Donc tu peux faire tes intervalles et autres plus facilement. Par contre, en termes de positionnement, t'es pas du tout assis de la même manière sur un vélo de route que sur un VTT. Ça te manque pas ça, ce côté. Le fait d'être sur un vélo de route. J'ai toujours les 2-3 premières courses, j'ai toujours un peu du mal à retrouver ce rythme de course, à retrouver un peu le rythme qu'on peut avoir pour passer des obstacles, tout ça, mais grossièrement, vu que c'est du triathlon, encore une fois, c'est pas du cross-country où il y a vraiment des qualités qui sont totalement différentes de ce qu'on a nous. C'est-à-dire que sur du cross-country moderne, pur et dur, il y a énormément de capacité lactique, de puissance lactique. Il faut être très technique, il faut être vraiment beaucoup travailler sur le VTT. Nous, ce qu'on fait, vu qu'il y a la natation avant et la course à pied derrière, ça reste quand même des efforts qui sont un petit peu plus lissés. Donc ça va un petit peu plus se rapprocher du vélo de route. Et du coup, moi, j'en souffre pas trop. Donc ouais, forcément, je manque de rythme en début de saison. Mais tout le monde manque de rythme en début de saison parce que le rythme, on l'acquiert uniquement sur les courses. Mais après, moi je travaille comme ça en tout cas pour mon cas. Et tu fais aucune course en hiver, parce que tu viens de le dire, hein, on acquiert du rythme en faisant des courses. T'as pas de simulation de journée un peu test où tu te dis je vais faire. Souvent, on a des sorties à allure course, ouais. allure semi, allure full, allure marathon. Tu vois, c'est des choses qu'on entend souvent dans les plans d'entraînement. Toi, du coup, t'as ça aussi? Ouais. Après, j'ai des séances d'allure course, j'ai des séances moi, mes séances sont quand même variées et je travaille. Voilà, je veux pas me bloquer, je travaille vraiment toutes les palettes intensives, c'est-à-dire de travail lactique jusqu'à la très basse intensité.
Après, moi, quand je parle du rythme, c'est vraiment le rythme de course. Pour moi, on peut pas le travailler à l'entraînement, sauf à vélo derrière un scooter, parce que c'est tous ces petits à-coups, toutes ces petites choses qui sont tellement difficiles à retranscrire à l'entraînement et qui font le propre de la course. Après, oui, c'est sûr que ouais, toutes les allures. Après, je les travaille à l'entraînement comme tout le monde travaille. Voilà, enfin, je travaille mes allures courses, je travaille ma SV1, ma SV2, ma PMA, mon lactique. Tiens, et tu disais tout à l'heure, t'évites les day off. T'en as combien alors peut-être pas par semaine, je sais pas, ou par mois, mais c'est quoi la fréquence de tes day off, tes jours de récup? L'année dernière, si tu enlèves la coupure, donc la coupure où forcément on fait 3 semaines où on fait rien, j'en ai pris 4 dans l'année. Ah oui, ok, d'accord. 4, sachant qu'il y en a 2, c'est pour des voyages. En fait, c'est parce que j'ai pas pu, parce que j'ai voyagé trop longtemps. Et je compte pas, j'ai eu une bactérie après une course qui m'a mis au lit pendant 3-4 jours. Je les compte pas ceux-là parce qu'ils étaient pas voulus, mais sinon, ouais, j'en ai pris 4. Là, depuis le début de l'année, donc depuis que j'ai repris en novembre, j'en ai pris un. Ouais, donc peut-être il faudrait que j'en prenne un deuxième. Et quand tu dis un day off, parce que si tu te fais un footing, juste un footing de je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, pour toi, sur toute ta journée, c'est un day off, ça, ou pas? Non, day off, c'est vraiment quand je fais aucun sport. Après, une journée où je fais 20 minutes de footing, il y en a pas beaucoup. Bah, la journée très facile, la journée très, très, très facile, vraiment, c'est 1 heure de natation, un 3500 de natation et 45 minutes de course à pied. Ça, c'est quasiment ce que je fais au minimum quand vraiment ça, même la veille des courses, je m'entraîne au moins 2 heures, ouais, c'est ça. Et ça, t'as une capacité de récupérer, du coup, qui est quand même, tu le disais, donc, qui est au-delà de la moyenne. Tes concurrents, ils tiennent pas ton rythme. Ouais, je pense que aussi bien que ça soit sur du courte distance, du long, du etc. ou même du cyclisme, je pense qu'il y a peu de personnes qui récupèrent et qui peuvent encaisser des charges et assimiler aussi parce qu'il faut arriver à différencier encaisser et assimiler pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent encaisser beaucoup de choses mais qui assimileront pas et qui vont pas progresser. Et puis tu as des gens qui vont pouvoir assimiler leur entraînement. Moi, j'ai une bonne capacité d'encaissement parce que je peux en faire énormément et aussi d'assimilation. Donc ouais, je joue là-dessus, hein, parce que d'origine, je suis pas très talentueux. Je pense pas être un athlète. Je suis pas physiologiquement, je suis peut-être pas trop hors norme. J'ai pas des qualités de vitesse incroyables aussi bien dans l'eau à vélo qu'en course à pied. Mais grâce à beaucoup d'années d'entraînement, grâce à une faculté et de pouvoir m'entraîner beaucoup, de pouvoir assimiler ce que je fais, ça m'a conduit à pouvoir faire du haut niveau. Mais ça, t'en fais ton atout à toi, mais c'est un truc, c'est un talent d'une certaine manière aussi. Enfin, je veux dire, t'es né avec, t'as cette capacité de récupération qui est propre à toi, ou bien t'as des petits secrets, t'as des trucs, je sais pas, des manières parce que voilà, il y a ça devient aussi souvent des arguments de marketing, hein, pour vendre pas mal de trucs qui peuvent servir plus ou moins. Maintenant, en général, la récupération, on a tendance à dire que c'est avant tout la nutrition, le sommeil et la gestion du stress. Comment tu fais? Enfin, t'as des routines, t'as des trucs en particulier à nous partager? Ou bien c'est juste que toi t'es né comme ça, t'as pas besoin de récupérer, c'est tout. Enfin, ou tu récupères très vite, non, naturellement. Ouais, je fais quand même tous les à côté, j'y fais attention, c'est-à-dire que je fais quand même pas mal de kiné. Je suis suivi, j'y vais au moins 2 fois par semaine. Au niveau de la nutrition, quand c'est l'hiver, je fais pas trop attention à ce que je mange parce qu'il faut que je mange énormément, il faut surtout que j'ingère énormément de calories. Mais même en faisant pas trop attention, je mange quand même relativement bien. C'est-à-dire que j'évite tout ce qui est les cochonneries, les produits un peu trop transformés. Je mange très peu de viande, quasiment pas. Très peu de laitage, le moins de gluten possible. Mais après, je fais pas, ça m'arrive, si une semaine j'ai envie de manger 2 fois McDo, je mange 2 fois McDo, hein, c'est pas, ça m'arrive sans souci. Le sommeil, je suis quelqu'un qui a jamais bien dormi de ma vie et plus ça va, moins je dors. Donc je pense pas que j'ai vraiment non, j'ai pas vraiment de secret, je fais attention, j'essaie de me faire plaisir et puis
Ouais, après, non, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, enfin, je l'ai. Après, il faut aussi accepter. En fait, je pense que ce qui est le plus dur, c'est d'accepter surtout d'être fatigué. C'est les gens, ils l'acceptent pas parce que quand on est vraiment fatigué, bah, il y a plus grand chose qui va. C'est-à-dire que ça peut être compliqué de tout faire. Et je pense qu'il y a vraiment une part de psychologie qui est énorme là-dedans, d'accepter d'être fatigué, d'accepter de faire des semaines où c'est très très dur, d'accepter de faire des séances d'intensité où ça va pas. Et cette acceptation, en fait, c'est le curseur, on le met, enfin, il bouge beaucoup et je pense que pour moi, il est très haut, c'est-à-dire que je peux accepter beaucoup beaucoup de choses et ça me permet ouais, de pouvoir beaucoup m'entraîner. Et tu disais le sommeil, tu dors pas beaucoup? C'est combien dormir pas beaucoup pour toi? Pas, pas beaucoup, je sais pas, mais pas assez. Ouais, je fais des nuits, je fais pas des bonnes nuits. Je dirais si je fais 7 ouais, 6 7 je pense que c'est bien. 6 7 c'est une bonne nuit, déjà. C'est dingue. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'étonne parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas qui disent ouais, moi si je dors 6-7 heures, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est pas assez pour la moyenne de la population. Mais alors pour toi, qui t'entraînes en hiver 36 heures par semaine, là, je comprends pas comment tu fais, quoi. Après, je récupère quand même, je sieste tous les jours au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Donc il faut quand même Ah oui, le donc ça se rajouter. rajoute quand Ouais, même. Ouais, d'accord. ouais, Donc ouais, t'es plutôt à 7-8, quoi. ouais, ça va faire plutôt 7 8. Et Ok, après, mais parce que je pense que alors après bon j'ai pas fait un benchmark exhaustif tu vois avec tous les triathlètes pro qui sont passés sur le podcast, mais j'ai l'impression qu'en général les athlètes de haut niveau ils vont plutôt dormir 8-9 voire 9-10 heures que 7-8 quoi. bon, après, je pense que ça dépend de chaque personne, hein, ce qu'on a besoin ou pas. Moi, ça fonctionne comme ça. Il y a des nuits où je dors 10 heures, hein, parce que je suis vraiment fatigué. Mais je sais pas, ouais. Après, je me fais pas trop de soucis. Quand ça va pas, j'essaie justement de dormir plus, mais je sais pas ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis peut-être né pour pas bien dormir et pas beaucoup dormir. J'avais une question pour toi, Ouais. puisque tu nous dis déjà tu prends pas de jour off. En hiver, tu t'entraînes beaucoup. L'objectif c'est de travailler sur la fatigue justement. Ça fait partie des stratégies d'entraînement. Moi, j'ai noté que en ce moment, plus j'augmente mon volume d'entraînement et plus j'ai aussi un petit peu du mal à dormir. Et notamment là, jeudi, j'ai fait 75 bornes à pied. Samedi, j'ai fait 80. Et à chaque fois, le soir, j'ai vraiment beaucoup de mal à dormir. Mon entraîneur m'a dit que ça pouvait être lié à toutes les hormones qui sont sécrétées et notamment à l'adrénaline. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui peut jouer dans ton cas, c'est-à-dire plus tu t'entraînes et plus tu vas avoir du mal à dormir, notamment eu égard à tout ce que ton corps va sécréter? Ouais, moi je pense que c'est des phases. Chez moi, en tout cas, c'est des phases. Il y a des phases où je vais beaucoup dormir parce que je suis épuisé. Et il y a des phases où je m'entraîne beaucoup et je vais très peu dormir parce que je suis épuisé aussi. Et oui, c'est sûr que ouais, il y a toutes les problématiques de système nerveux. Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que c'est le sympathique, le parasympathique? Est-ce que hormonalement, comment? Ouais, c'est des petits dérèglements, des petites choses. Mais oui, oui, c'est sûr que ça peut complètement jouer sur la qualité de sommeil, hein. C'est exactement comme dans la vie, il y a des gens, outre le sport, ils sont épuisés, épuisés, épuisés. Et quand on est vraiment épuisé, c'est pas forcément les moments où on dort le mieux. Et je pense qu'on peut vraiment le retrouver dans le sport, c'est-à-dire que moi j'alterne vraiment. Il y a des phases où je vais vraiment beaucoup dormir et les phases où je dors beaucoup, c'est des phases où, en principe, je suis pas terrible à l'entraînement. Je suis un peu mou, je suis un peu vaseux, c'est un peu compliqué. Les phases où je dors un peu moins et où je suis déjà un peu sur le qui-vive tout le temps, c'est des phases où je suis presque mieux, alors que normalement, ça devrait être l'inverse, quoi. Mais beaucoup dormir, c'est aussi faire, entre guillemets, remonter la fatigue. Parce que, voilà, il y a de la fatigue qu'on crée à l'entraînement. C'est pas uniquement de la fatigue aiguë, il y a aussi beaucoup de fatigue chronique. Et donc, le fait de beaucoup dormir, de récupérer, c'est aussi laisser remonter toute la fatigue chronique et la laisser prendre un peu le dessus. Et ça peut être aussi, ça peut être un peu délétère à l'entraînement. Donc, il faut trouver, dans mon cas, j'ai essayé de trouver les périodes adéquates pour faire remonter la fatigue ou rester un petit peu fatigué et un peu sur le qui-vive pour pouvoir continuer à m'entraîner comme il faut. C'est assez... Et cette fatigue chronique du coup dont tu parles, il y a un moment où tu la payes. Ah ben dans la vie, on paye toujours.
Donc oui, je la paye. Bah, quand j'arrête de m'entraîner 17 semaines, les 3 semaines où je récupère, c'est comme si j'avais la grippe pendant 3 semaines, hein, quasiment. Hein. Ça va, c'est pas les meilleurs moments de ma vie. Hein. C'est très compliqué, mais après, ouais. Bah, par exemple, là, quand j'ai arrêté de m'entraîner là cet hiver, la dernière semaine que j'ai fait, j'ai dû faire sur la piste, la dernière séance que j'ai fait, j'ai dû faire un 20 fois 300 mètres que j'ai dû courir en 52 secondes et je faisais des 100 mètres pour récupérer que je courais aux alentours de 16 km à l'heure. Donc ça fait 8 km sur la piste. Ça doit m'avoir fait, je sais pas, courir peut-être avec les récup et tout, peut-être courir le 8 km, j'en sais rien, peut-être à 3,04 ou 3,03 de moyenne. Et une semaine après, j'avais relâché depuis 4 ou 5 jours, j'étais incapable de faire un quart d'heure de footing sans rentrer à la maison, quoi. Donc ouais. Parce que en même temps, tu avais on a démarré l'épisode, tu parlais de longévité, tu vois, d'être durable dans le temps, etc. Est-ce que ça pour toi, tu penses pas qu'il y a un risque peut-être de te cramer justement à un moment d'exploser en pleine saison? Moi, me cramer, je pense que ça va être très compliqué maintenant. C'est-à-dire d'arriver dans des états où vraiment je mets plus un pied devant l'autre. Comme les gens peuvent dire un vrai surentraînement, je pense que moi, ça peut clairement quasiment pas m'arriver. Parce que j'ai tellement fait des choses énormes et je me suis jamais vraiment trop surentraîné en faisant des choses comme ça. Je pense que je suis quelqu'un à qui ça arrivera pas. Je peux avoir des grosses baisses de forme, être très fatigué, mais c'est pas pour ça que je mettrai plus un pied devant l'autre pendant une saison. Après, c'est sûr que sur une carrière en entier, je pourrais pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire que là, j'ai 28 ans, j'ai pas de vie sociale, je vis pour faire mon sport. Et c'est sûr qu'à un moment ou un autre, déjà mentalement, il faut pouvoir le faire, vouloir le faire. Et puis c'est très éreintant, c'est fatigant. Et c'est sûr que dans 2 ou 3 ans, je sais qu'il faudra repenser un petit peu ma façon de m'entraîner, peut-être essayer d'aller chercher d'autres choses que je fais pas en ce moment, peut-être d'aller travailler avec plus de fraîcheur, peut-être d'aller travailler sur des choses plus rapides. Pour essayer de faire évoluer ma pratique et pour pouvoir continuer à faire du haut niveau et être performant. Mais en tout cas, tant que je peux le faire maintenant, je vais en profiter parce que c'est quand même des fondations solides pour toute une carrière. Et donc du coup j'en profite, j'empile les briques et on verra après. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. mais effectivement, tu disais, tu le rappelais, là pour l'instant t'as pas de vie sociale, tu vis pour ton sport. Quand t'as une conjointe, un conjoint, des enfants, c'est un peu différent. Quand t'as un boulot aussi, c'est un peu différent. Là actuellement t'es 100% professionnel, 100% dédié à ton sport. Ouais. Comment est-ce que tu vis de ça? Comment est-ce que justement tu vas chercher l'argent pour vivre? Parce que on a parlé de l'entraînement, on a parlé de la récupération, on a parlé des siestes qui font partie de la récupération, mais en gros qui font partie des à côté. Dans les à côté des sportifs de haut niveau, il y a aussi le fait d'aller à la recherche de sponsors, de partenaires pour pouvoir vivre au jour le jour, pour ne serait-ce qu'acheter des pâtes et mettre du beurre dans les pâtes. Ouais, bah ça c'est sûr. Alors après, moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je le fais très mal, je le fais très peu. J'ai la chance d'être performant et voilà, moi aujourd'hui j'ai pas énormément de sponsors. Je pense qu'il y a des gens qui auraient mon niveau, ils gagneraient énormément plus d'argent que moi j'en gagne. Je cours pas après l'argent. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir vivre simplement, faire ce que j'aime, mettre un petit peu d'argent de côté, c'est toujours bien, donc j'en mets un peu. Alors après moi au niveau de mes revenus j'ai 2 grosses choses, c'est-à-dire j'ai tous les partenaires et toutes les primes de course. Donc les partenaires m'aident je dirais que les partenaires c'est à peu près 1/3 de ce que je gagne sur une saison et les primes de course ça va être les 2/3. Sachant que voilà, moi les dernières saisons j'ai été ultra performant. Donc voilà, une saison comme l'année dernière, j'ai fait 8 courses ou 9 courses sur la saison et j'ai gagné toutes les courses que j'ai faites et la course où j'ai pas gagné, je fais 3e parce que j'ai déraillé, j'ai eu des problèmes mécaniques. Donc voilà, après moi je le cache pas, une victoire au championnat du monde de Xterra c'est 20 000 euros, une victoire au championnat du monde ITU c'est 4 000, une victoire au championnat d'Europe Xterra c'était 3 000 ou 3 500 euros, plus les short track, plus les primes de performance. Bon, tout cumulé, j'arrive quand même à vivre relativement bien. Mais encore une fois, je serai 3e de toutes les courses que je ferai, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'actuellement dans le Xterra, il y a très très peu de personnes qui peuvent
qui peuvent prétendre vivre 100% grâce au Xterra. Il y en a qui vont dire je suis professionnel, je fais que ça, mais il y a forcément soit papa, maman, soit de l'argent. Il y a des gens qui les aident. Ou alors moi, je comprends pas. C'est-à-dire quelqu'un qui fait 5e sur toutes les courses et qui va me dire qu'il gagne plus d'argent que moi, je comprends pas. Enfin, je dois mettre la notice à l'envers ou. Ouais, puis d'autant que tu dis, allez, on va prendre la plus grosse prime, le plus gros prize money, les championnats du monde Xterra, 20 000 euros. Ok, mais c'est pas 20 000 euros que tu mets dans ta poche parce que faut payer les entraîneurs, faut payer les kinés, faut payer les médecins, faut payer tous les à côté, faut rembourser tous les frais que t'as déjà avancés. Donc en fait, tu vas pas faire la fête avec le chèque qu'on va te donner à la fin de la course. Non, mais c'est sûr. Et puis il faut payer les déplacements, puis il faut payer quand même les taxes, les machins. Enfin, c'est assez précaire, mais il y a de la place quand même pour, je pense, si les gens se posent la question, il y a de la place pour peut-être le top 5 mondial. Là, maintenant, on a des coupes du monde, on a un petit peu plus d'argent et tout. Ouais, le top 5 mondial peut commencer à en vivre. Alors après, un numéro 5 mondial, il va pas gagner 100 000 euros par an, hein. Mais il y a de la place pour en vivre, je sais pas, à des salaires comme 20, 30 000 euros par an, ça peut se jouer. Après, oui, moi, en étant performant, c'est sûr que quand on est performant, on gagne bien sa vie. Après, quand on est moins performant, on gagne moins bien sa vie. Sur la partie toujours un petit peu revenu, justement, autant sur le triathlon, il y a le PTO, qui est une organisation qui permet justement de plus en plus d'aider, de soutenir les triathlètes de bon niveau, de très bon niveau, et même les triathlètes en devenir. Sur le cross triathlon et accessoirement sur le cross duathlon, que ce soit en ITU, ETU ou même en Xterra, est-ce que il y a des dispositifs identiques? Non, il y a des prize money sur les résultats des courses. Et cette année, il y a une Coupe du Monde avec des prize money sur un classement général de la Coupe du Monde. Donc, il y a plus d'argent qu'avant. Donc, c'est mieux pour les jeunes et c'est mieux même pour nous. Mais il y a pas, c'est quand même moins aidé. C'est moins aidé, c'est moins médiatique. Et aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux même presque gagner des grandes courses françaises en triathlon sur route qu'avoir un niveau moyen, etc. Parce qu'on gagne sa vie. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le cyclisme, enfin dans le VTT. Hein, je veux dire, le cyclisme sur route. Je me souviens, moi à l'époque, quand je vivais en Colombie et je roulais, je faisais principalement du VTT. Et je me souvenais de gars qui étaient mais vraiment dans les meilleurs, enfin ils faisaient partie des meilleurs cyclistes là-bas, ils étaient pros. Sauf que ils étaient obligés de passer sur route, là où ils étaient excellents en VTT, mais ils pouvaient pas vivre de ça. Et donc du coup, ils étaient obligés d'aller sur route. Là où ils étaient, ils restaient bons, hein, mais je dis, ils avaient quand même des bonnes jambes, mais voilà, ils étaient pas aussi bons qu'en VTT. Et donc du coup, ils pouvaient pas performer. Là où en VTT, ils faisaient partie des meilleurs, quoi. Mais ils étaient pas capables de vivre de ça, quoi. Après, là, le VTT, en gros, le Xterra suit un peu le modèle du VTT ces dernières années, c'est-à-dire que le VTT, depuis que Red Bull TV a racheté les droits, a médiatisé tout ça et tout, maintenant les VTTistes à haut niveau gagnent bien leur vie et ça fonctionne. On a des belles images à la télé, c'est super plaisant de regarder du VTT, c'est devenu beaucoup plus médiatique. Le Xterra a emboîté un peu le pas, c'est-à-dire que nous, on a des short tracks qui sont ajoutés aux courses longues, on a beaucoup plus de médiatisation, on a une Coupe du Monde, c'est petit peu par petit peu, ils rajoutent des petites choses qui font que j'espère que d'ici quelques années, il y aura plus de monde qui pourra en vivre décemment. On l'espère. Et tu parlais un petit peu de post-carrière, tu disais voilà, j'ai probablement encore 10 ans devant moi si tout va bien. Tu as déjà un peu des idées de ce que tu voudrais faire par la suite? Moi, vu que j'ai fait pas mal d'études, je pense que je serai pas bloqué par ça. Après, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a des opportunités qui pourront venir. Ça peut être intéressant pour moi de travailler, par exemple, chez Xterra. Je vois que Nicolas Lebrun, qui est ancien champion du monde, il est directeur technique de Xterra et je pense que son job est vraiment bien. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, je peux travailler avec des marques, je peux travailler aussi bien en tant qu'entraîneur ou alors peut-être que j'en aurais ras-le-bol du triathlon et que je voudrais faire quelque chose de totalement différent. En ayant fait 2 masters avant, plus des petits diplômes, des petites choses, je me suis pas fermé trop de portes et je suis
pas du tout inquiet pour la suite. Excellent. Voilà. Et si on en revient du coup à ta saison là 2023, donc on enregistre, on est fin avril 2023, donc on est au tout début de la saison. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu vois les choses? Aïe. Je suis parti à Taïwan faire la première Coupe du Monde la semaine dernière, qui s'est pas bien passée du tout. Donc je suis arrivé à Taïwan en ayant pris la décision d'arriver au dernier moment, ne pas jouer l'acclimatation à la chaleur, ni à l'humidité, ni au jet lag. Je suis arrivé vraiment au dernier moment. La course était samedi matin à 6h du mat et je suis arrivé le jeudi à 15h, 14h. Donc j'ai cumulé des erreurs de débutant, c'est-à-dire que je suis arrivé trop tard, trop fatigué et du coup j'ai pas du tout supporté la course. Donc j'ai fait un gros coup de chaleur sur la course et là j'ai un peu du mal à m'en remettre parce que j'ai quand même vraiment j'ai vécu une mauvaise expérience à la fin. J'ai eu perte de connaissance, vomissement, crise de tétanie, une tension qui a été relevée à 5 mais j'y crois pas vraiment. Avec crise enfin ça m'a un peu chamboulé, plus le trajet aller, plus le trajet retour. Là c'est un peu compliqué. Alors après c'est des moments, il n'y a pas que des bons moments dans le sport de haut niveau. Donc là j'ai essayé de gérer au mieux pour m'entraîner le minimum possible, essayer de récupérer et être prêt pour dans 2 semaines au championnat du monde ITU. Et normalement, j'espère que ça devrait le faire. Ouais, pour le fun fact, justement, j'étais en train de regarder. Celui qui gagne est aussi un Français, est aussi un Arthur, est aussi né en 94. Mais bon, c'était pas toi. Ouais, on a fait toute nos carrières ensemble, entre guillemets. Au tout début, quand on était tout jeune, j'étais légèrement plus fort. Après, pendant 1 ou 2 ans, il a été très fort. Il a été une fois champion du monde ITU. Et puis là, ça fait 2-3 ans où j'ai vraiment pris l'ascendant. Et puis là, cette année, il a gagné la première Coupe du Monde là-bas. Donc après, c'est tout le mérite lui revient parce qu'il a fait l'effort d'arriver 2 semaines avant, de s'acclimater à la chaleur, de s'acclimater au jet lag, de bien préparer la course. Moi, c'est un choix que j'ai pas voulu faire parce que pour moi, c'était encore une fois pour la philosophie de l'entraînement, pour la philosophie de la saison complète. Je trouvais que c'était plus intelligent d'essayer de jouer un peu avec le feu, d'arriver au dernier moment, de pas préparer la course, soit ça passait, soit ça cassait, mais de minimiser au maximum cet effet jet lag, cet effet je suis 2 semaines à l'étranger, donc 2 semaines je mange pas ce que je veux, 2 semaines je m'entraîne dans des conditions différentes et je pense que on verra, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je pense que pour moi en tout cas mon choix il est justifié pour l'ensemble de la saison. Donc on verra ce que ça donne sur le reste. Tu es quand même tu vas me dire probablement comme tous les athlètes pros, mais j'ai l'impression que toi en particulier tu es très stratégique dans le choix de tes courses. Tu laisses rien au hasard? J'essaie de laisser le minimum au hasard. Après toutes les courses que je fais, je veux les gagner. Donc là, c'est sûr qu'à Taïwan, moi sur les 2 dernières saisons, je crois que j'en ai gagné 15 sur les 16 que j'ai faites. On attaque la saison en tant que champion du monde. Après un bel hiver où on s'est bien entraîné, on fait 7e. C'est un peu dur. Donc j'ai un peu le couteau entre les dents et j'essaie d'arriver tout le temps en forme sur les courses où je prends le départ. Essayer d'être tout le temps compétitif. C'est-à-dire que là, si à Ibiza au championnat du monde, je sens que ça va toujours pas parce que là c'est quand même très compliqué. Ça me dérange pas de ne pas y aller et de prendre le temps de récupérer pour arriver vraiment en forme sur la course d'après. C'est des choix qui peuvent paraître des fois particuliers parce qu'un championnat du monde, on se dit t'y vas même si t'es pas en forme, mais il y a tout l'aspect psychologique, il y a tout l'aspect entraînement, c'est-à-dire que aller sur une course comme ça et prendre une valise, c'est-à-dire on va rentrer à la maison, psychologiquement c'est compliqué. On a perdu du temps pour s'entraîner ou perdu du temps pour récupérer. Donc essayer d'arriver dans les meilleures dispositions tout le temps. Ok, après il faut croire que ça, en tout cas au vu de tes dernières performances, faut croire que ça marche. Quand tu y vas, c'est que t'es sûr de ton coup et en général c'est que t'avais raison quoi. Ouais. Non mais là je me fais pas trop de soucis. C'est des petites périodes qui sont un peu moins bien, mais bon. Il faut de tout, hein. Il faut pas croire qu'on est champion du monde pendant 365 jours dans l'année. Il faut juste l'être une seule journée dans l'année. Donc on va essayer de l'être dans 2 semaines. C'est vrai. Et puis comme tu disais,
tes choix peuvent peut-être paraître étranges pour certaines personnes, mais tu l'as avoué toi-même, t'es arrivé trop tard, t'as voulu éviter le jet lag, machin, etc. Finalement, ça te fait aussi des apprentissages. T'apprends certaines choses sur ce que ça va sur les prochaines courses. Peut-être que t'arriveras peut-être pas 2 semaines avant, mais 1 semaine ou 3-4 jours. Mais par contre, t'auras préparé éventuellement, eu égard aussi aux dettes de sommeil, l'effet jet lag. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah là, j'en pense. En fait, pour moi, cette course à Taïwan, je suis arrivé trop fatigué de ma préparation hivernale. C'est pas forcément une question de jet lag, et c'est plus en fait, pour moi, 80% de ma mauvaise performance est due à ça. Après, ouais, c'est sûr que j'apprends, c'est des choses que j'avais jamais fait. J'apprends que, je suis peut-être pas quelqu'un qui suis très performant en arrivant au dernier moment. C'est une stratégie que certains athlètes font. Peut-être que là, il y avait trop d'éléments qui faisaient que ça pouvait pas marcher, c'est-à-dire à la fois un trajet très long, des transports très longs, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment 30 heures de trajet entre le vol, les navettes, les métros et tout ça. Et il y a aussi le facteur chaleur, le facteur humidité, le facteur jet lag. Ça a été un petit peu trop, et je pense que ça m'apprendra pour la suite, ouais. Après, je sais que moi, d'habitude, quand je vais faire des courses à l'étranger et que je veux vraiment être performant, j'arrive 2 semaines avant, parce que j'aime me recaler, et j'aime être vraiment dans mon schéma, moi. Mais là, j'ai essayé comme ça, ça a pas marché, c'est comme ça. Et puis, si je suis pas performant dans 2 semaines, c'est pas grave, et ça va revenir, hein. Il y a pas de souci. Moi, je suis pas inquiet. On y croit. Et Arthur, quand tu voyages, tu fais 30 heures de trajet comme ça dans les aéroports et autres. Tu fais quoi? Et t'as des trucs quand même parce qu'au final 30 heures, sachant que toi en moyenne, en tout cas en hiver, tu t'entraînes 5 heures par jour. Donc une fois que t'as passé sur 30 heures, normalement t'étais censé quand même avoir fait je sais pas 7-8 heures de sport pendant pendant ce credo-là. Comment tu fais? Est-ce que t'as des trucs, t'essayes de caser des petits exos de PPG entre deux trucs dans l'avion? Comment tu fais? Non, c'est assez stressant. L'ensemble, c'est assez stressant. Il y a assez de choses à faire. Non, j'essaie de le prendre à la cool. Quand c'est long, c'est long. Et puis essayer d'avoir un peu d'occupation, prendre un livre, regarder une série, quelque chose. Après, non, ouais, après, c'est déjà assez fatigant pour essayer en plus de rajouter des petites choses à droite, à gauche. Donc non, j'essaie surtout de le prendre à la cool. Tu fais pas de footing sur les tapis roulants dans les aéroports? Non, c'est pas ton truc? Non. Puis bon, moi, on reste des sportifs qui sont pas très très bien payés, donc je voyage pas dans les endroits où il y a des tapis roulants et tout. Je voyage en éco et ça me va très bien. Non, mais quand je parlais des tapis roulants, tu sais, je pensais aux tapis roulants qui relient un terminal d'un aéroport à un autre, ce genre de choses, tu vois. Un peu comme on fait de la PPG poids de corps, tu vas faire aussi un petit peu d'entraînement avec le mobilier urbain. Ça, mais comme on peut, hein. Non, je fais ce que je peux, et je mange ce que je peux, je fais ce que je peux. Ces voyages-là, c'est déjà assez fatigant. Il faut essayer de le prendre à la cool, et puis c'est tout. Si on dort pas dans l'avion, on dort pas dans l'avion. Si on dort dans l'avion, on dort dans l'avion. C'est pas parce qu'on n'a pas dormi dans l'avion qu'on va être fatigué sur la course. C'est pas parce qu'on a dormi qu'on va être performant. On essaie quand même de se recaler, de faire que ça se passe au mieux, hein. Il y a des petites règles des petites choses à essayer de suivre, mais ouais, pas trop rester bloqué sur ce qu'on avait prévu de faire, parce que ça se passe jamais comme on avait prévu. Super, merci beaucoup Arthur pour toutes ces réponses et pour tous ces partages. Le podcast s'appelle Devenir triathlète, et c'est la 2e tradition du podcast. On demande toujours à nos invités, à ton avis, comment devenir triathlète? Bon, pour toi, on va le pimper un peu. On va te demander comment devenir cross triathlète, Arthur. Je pense que si on a envie de le devenir, on y arrive toujours. Il faut mettre les moyens en place, et puis se donner la chance de pouvoir y arriver. C'est-à-dire que moi, je pense que, sans prétention à être l'exemple, que Rome ne s'est pas construite en un jour, et que en partant d'un niveau très moyen, d'un petit Auvergnat, on peut arriver au top niveau mondial en cross triathlon. J'espère peut-être en half dans les futures années aussi. Et du coup, je pense, je vais pas dire croire en ses rêves et des citations un peu comme ça, mais voilà, travailler dur, et puis essayer de se donner la chance, et
tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Bon, peut-être juste pour rebondir, effectivement, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais par contre, il y a eu beaucoup de morts sur le chantier, alors essaie de pas trop t'épuiser à la tâche non plus. Hein. Ouais. J'ai déjà laissé quelques cartouches, mais il m'en reste encore un peu. Bon, et puis tu disais peut-être du half et peut-être du plus long encore, on verra. Ouais. Bon, l'âge de raison, tu vois, c'est plus 30-40 ans, donc ce sera peut-être le second souffle de ta nouvelle carrière. Ouais, mais là, j'ai le vélo de contre-la-montre qui arrive et je pense que vous me verrez en Andorre dans 2 mois déjà. Excellent. Eh ben écoute Arthur, merci encore d'avoir répondu à nos questions et pour ce partage d'informations très précieuses pour celles et ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'on devient performant en ajustant un petit peu et peut-être en allant à contre-courant, parce que travailler sur la fatigue c'est plus tellement au goût du jour de beaucoup d'entraîneurs. Merci encore une fois, on te souhaite une bonne continuation et puis nous Olivier on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, et Arthur on te suivra du coup de très près sur cette saison 2023 et puis pour les années à venir évidemment aussi, et au plaisir de te croiser sur une course ou l'autre. Et Hermano, à la semaine prochaine et à vous tous aussi qui nous écoutez, merci à vous. Et ben merci à vous, merci à tout le monde de m'avoir écouté et puis on se donne rendez-vous sur le prochain Xterra. Ça marche, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.